Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Jujutsu Kaisen, les amis. Et comme d'habitude, je suis devant la rôtisserie, il y a toute cette queue incroyable. On attend tous le poulet, et malheureusement, les amis, j'ai trouvé que le poulet était moins bon que d'habitude. Mais il était tout de même excellent, mais bizarrement, je sais pas, j'ai pas tant apprécié que ça dépend des goûts en réalité. En soi, le cahier des charges est incroyable. Tout était là, en réalité. Il y a tout qui est parfait, en termes d'animation, en termes de mise en scène, etc. Mais j'ai pas été autant emballé que ça, et je vais vous dire pourquoi. Mais avant de commencer la petite review, instant auto-promo, mais bien sûr, mon manga Wolfus, que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, qui sort le 31 janvier 2024. Donc soyez au rendez-vous sur Manga Draft, ce sera gratuit et légal. Donc notez-le dans votre agenda, Wolfus, mon manga, qui sort le 31 janvier sur Manga Draft. Mais vous êtes là exprès pour la petite review de l'épisode 20 de Jujutsu Kaisen. Donc allons-y. Bon, déjà, pour commencer, on a les fameux souvenirs de Itadori par rapport à Nobara, par rapport à Megumi, comme je vous le disais, c'est l'équipe 7. On sentait qu'ils avaient vraiment des grands liens, des moments de joie. Donc là, c'est pas n'importe qui vient de crever, c'est Nobara. C'était une des membres de l'équipe 7. Donc tu sens vraiment que là, ça a touché Itadori en plein dans le cœur. Parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui il avait des liens très profonds. Des liens, il prend très cher. Il prend très cher. Et tu vois vraiment que c'est douloureux. Parce que là, ils sont en train de déconner. Parce que voilà, l'équipe 7 rigole avec leur maître. Donc Gojo qui arrive, sa chemise, il y tient, il est tout propre, etc. Et au final... on dit vite, cache la chemise quelque part, hop, soutien-gorge, une sorte de qui fait des formes à Megumi, du coup tout le monde se marre, ça détend l'atmosphère, et ce qui fait que même si Gojo les engueule après, ça passe, parce que l'atmosphère est détendue, tout le monde se marre, tout le monde c'est drôle, là, tu sens qu'ils ont passé des grands moments intimes, ensemble, et voir Nobara par terre, dégommé avec sa tête, dont l'œil est parti, où il y a carrément un trou, ça fait mal. Ça fait mal, et Itadori, il voit ça, il est en train de craquer psychologiquement. On sentait déjà que psychologiquement, avant, c'était déjà très difficile, avec la mort de Nanami, et notamment avec le meurtre en masse de Sukuna. Itadori, il est tellement mal, il est mal. Et là, c'est la goutte d'eau qui vient de faire déborder le vase. Et c'est même pas une goutte d'eau, là, on a balancé toute une flaque d'eau dedans. Là, c'est violent, parce que c'est Nobara. Et là, franchement, c'est un personnage qui est vraiment très bien travaillé. Itadori, d'un point de vue... tu vois que c'est le mec, tu vois, qui est vraiment... il n'est pas égoïste, il est vraiment altruiste. C'est le mec qui veut aider son prochain. C'est ça, il a des convictions. C'est quelqu'un qui veut vraiment aider les gens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, son grand-père lui a confié une mission. Donc... tu sens qu'il tient vraiment ça qu'il tient vraiment ça et qu'il veut vraiment le faire, mais au final, il échoue sur tout ce qu'il fait. Du moins, c'est sa perception des choses, puisque le résultat final, c'est que Shibuya est complètement détruit à cause de Sukuna, et finalement, Nanami est mort, et finalement, même Nobara est morte, et finalement, lui n'a réussi à sauver presque personne. Et là, c'est la goutte d'eau de trop. Donc, il s'écroule. C'est intéressant de voir un protagoniste qui... déprime et qui craque psychologiquement, et finalement ça va profiter à son ennemi, donc l'autre enfoiré qui n'hésite pas, d'ailleurs il balance un rayon noir, tu sais pas d'où ce que ça sort, mais en fait lui il était en pleine excitation, il cherchait l'adrénaline, et justement là il arrive jusqu'au moment où il frappe Itadori avec un rayon noir, il enchaîne Itadori, il en profite, c'est pas de pitié, on est sur un champ de bataille, et c'est là qu'on a différents points de vue. Le point de vue d'un fléau, donc Mahito qui a vraiment cette vision d'un fléau qui doit tuer des humains, qui fait ça pour le plaisir et que c'est dans leur nature, c'est légitime, on a le droit de les tuer. Et je rappelle que les fléaux ou les maîtres de fléaux n'ont pas tous la même mentalité. Je rappelle qu'on a vu qu'il n'y a pas longtemps, Jogo, c'était différent. Lui, il voulait plutôt créer des communautés inter-fléaux pour que voilà, on fasse comme les humains. Tu vois, même Sukuna, il lui dit non, t'aurais dû faire comme le fléau, progresser de toi-même et tout détruire. Tu vois, chaque fléau, en réalité, parmi les plus puissants, parce que les primaires n'ont pas de façon de raisonner, n'ont pas de vision, on voit que chaque fléau, de classe S, on va dire, ont leur propre façon de voir les choses. Bien que Hanami aussi, on voit quand même que c'est quelqu'un qui, plus dans le nature, tout ça, mais bref, dans la nature et tout.
Mais intéressant de voir ce que Mahito pense par rapport au fléau. Et dans sa vision, il dit que Itadori est la même chose que lui. C'est-à-dire que toi, instinctivement, tu protèges les humains. Moi, instinctivement, je tue les humains. Donc c'est légitime dans tous les cas. Donc toi et moi, on est la même pièce du miroir. Enfin bref, voilà. Mahito, lui, c'est ça sa vision. Et ce qui ne touche pas tant que ça Itadori, parce que lui, on sent qu'il est déjà bouleversé par la perte de Nobara. Il est tellement affaibli psychologiquement que limite, il n'entend plus. Il s'est pris des coups, il est KO, il n'a plus envie de se battre. Il se dit, là, c'est la dépression. Il est en dépression totale, c'est-à-dire que pour lui, quoi que je fasse, j'échoue, vaut mieux que je meure comme ça, on arrête là, je vais arrêter de faire perdre mon temps à tout le monde, perdre du temps à tout le monde, j'arrive à sauver personne, donc quoi que je fasse, en fait, ça change rien, tout le monde meurt, en plus j'empire les choses, parce qu'avec Sukuna, j'ai détruit toute une ville, j'en peux plus, je m'arrête là. Mahito qui est en train de lui sortir un raisonnement. En fait, pourquoi Mahito il fait ça? En fait, il veut l'achever psychologiquement. Et d'ailleurs, ça marche finalement, parce que déjà qu'il est KO, là, il n'arrive même plus à répondre parce qu'il est bouleversé par tout ce flux d'informations. Et là, il arrive Mahito pour essayer de le tuer. Et c'est là qu'on a l'arrivée de Todo. Franchement, je m'y attendais pas. Et c'est même un point qui m'a un peu déçu dans l'histoire, c'est que je voyais que Mahito, en fait, il méritait de se faire défoncer par un membre de l'équipe 7. C'est-à-dire qu'il y a Nobara, il y a Megumi. Bon, Megumi, c'est vrai qu'il est un peu en dehors de l'histoire, mais s'il serait venu, tu vois, j'aurais préféré. Et bien évidemment, Itadori. Et j'aurais préféré que ce soit un Itadori qui éclate la gueule à Mahito. Donc sans l'intervention de Todo, tu vois, qui est vraiment un retournement de situation du personnage et un power-up. Donc là, avec l'arrivée de Todo, en fait, ça fait que Itadori n'a pas vraiment évolué d'un point de vue power-up, d'un point de vue psychologique. Pour moi, évidemment, parce que bon, il y a quand même une reprise de conscience, il y a quand même une évolution par rapport aux paroles de Todo, parce que Todo, il arrive. Todo, c'est qui? C'est la personne expérimentée, c'est le senpai, c'est l'aîné. C'est-à-dire que lui, il arrive, il a déjà vécu tout ça. Il s'est déjà posé ce genre de questions. Parce que quand tu es exorciste, tu es amené à voir d'autres exorcistes mourir. Donc lui, il sait déjà ce qui va se passer. Lui, il sait déjà, quand il y a un autre exorciste qui meurt, quand il débute, le mec peut tomber en dépression parce qu'il se dit « Non, le pauvre, le mec, il s'est fait avoir. » Et c'est pour ça qu'il dit à Itadori « Attends, mais qu'est-ce que lui t'a confié ?» Donc Itadori qui, tout de suite, tilt, il se remémore Nanami, et Nanami qui dit « J'ai confiance en toi. » Et c'est ça, en fait. Les autres ont confiance en toi. Donc, toi, derrière, leur mort ne doit pas servir à rien. S'ils ont confiance en toi, c'est qu'ils s'attendent à des choses pour toi, qu'ils s'attendent des choses de toi. Donc, tu dois montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas morts pour rien et que je vais me montrer digne de leur mort. C'est ça, en fait, qu'a voulu nous transmettre le manga, enfin, du moins l'animé. Après, c'est mon interprétation, évidemment, mais pour moi, je l'interprète comme tel. Et pourquoi c'est super important aussi que le senpai Todo arrive pour lui dire ça? Parce que je rappelle aussi que Todo, pour lui, Itadori, c'est comme son frère, son petit frère finalement, c'est l'aîné. Donc il est un peu en train de le coacher sur comment devenir exorciste, etc. Mais ce n'est pas uniquement pour ça, parce que les deux sont vraiment très bien connectés. Rappelez-vous Todo, à chaque fois, il arrive vers un autre exorciste et il lui demande quel est ton genre de femme? Et on se rappelle que le seul qui était dans le même délire que Todo, bah, c'était Itadori, qui voulait des grandes femmes au gros cul, si on se rappelle bien. Mais pourquoi est-ce qu'il demande ça? C'est parce que il a besoin de quelqu'un pour fonctionner en duo. Parce que son pouvoir de clapper des mains, c'est pour inverser les places. C'est effectivement ça. Mais quand tu le fais en plein combat avec quelqu'un que tu ne connais pas trop, qui n'est pas qui n'est pas synchronisé avec toi, qui n'est pas connecté finalement, bah ça fait que l'autre se perd. Ça fait que tu peux pas vraiment combiner. Parce que si jamais toi, tu décides d'attaquer l'autre de la place de l'autre et que tu demandes à l'autre d'attaquer à ta place, si l'autre n'est pas dans le bon timing, dès qu'il va arriver à ta place, il va faire « Oh merde, je suis où ?» Et il va continuer dans une direction, il va pas pouvoir faire des changements de direction, il va pas pouvoir faire comme toi tu le pressentais. Donc il faut qu'il y ait une sorte de synergie, de connexion, et que vous êtes parfaitement connectés en fait, pour que son pouvoir marche vraiment à la perfection. Et c'est ça aussi la qualité, la puissance même du duo. Parce que
Todo tout seul, on l'a vu, il n'est pas capable de battre Anami, le fléau plante. Il n'est pas capable de battre tout seul Mahito. Ce sont des classes S. Mais grâce à cette combinaison, ce duo, cette synergie, cette connexion avec son binôme, parce que c'est pour ça qu'il est dans ce délire, on est des frères. Bah c'est grâce à ce binôme qu'ils arrivent à battre Mahito. Enfin, du moins là, ils l'ont pas encore battu, mais Anami, on va parler d'Anami. C'est pour ça qu'ils arrivent à le battre, parce que individuellement, ils n'y arrivent pas. Et même, je dirais même que si les deux s'y mettent à deux, mais sans être synchronisés, ils n'y arrivent pas. Alors que c'est la parfaite synchronisation avec ce pouvoir qui fait la force du duo. Mais par contre, après, évidemment, on a un super beau travail de l'animation, et même en termes de créativité, de combat, c'est incroyable. À un moment donné, il y a un train qui passe. Mahito, c'est vraiment un gros connard qui, voilà, utilise des humains pour les transformer en épée. Et tu sens que lui, dans ce combat, il prend vraiment du plaisir à se battre, parce que lui, il a réussi un rayon noir. Il veut qu'Itadori se mette à fond pour que lui aussi, ça le transcende. Donc lui, Mahito, il est dans ce délire. Il dit, toi et moi, on est pareil. Donc, j'essaye de te booster pour que tu sois au meilleur de ta forme et pour que moi aussi je me booste parce qu'on est synchronisé. Et c'est marrant parce que Todo pense la même par rapport à Itadori, sauf qu'Itadori accepte par rapport à Todo, mais n'accepte pas pour Mahito. Mahito, il est tout seul dans son délire, il est en opposition, mais on voit quand même qu'il y a une synergie entre les trois et que les trois finalement font à peu près la même chose. Ils arrivent tous à exploiter leur potentiel maximum, ils arrivent tous à faire un rayon noir, et finalement, voilà, t'as Todo qui finalement lui aussi sort le rayon noir. Donc c'est marrant aussi la mise en scène, comment il le sort, parce que t'as vraiment cette image lumineuse en noir avec des lumières un peu à la My Hero Academia, hein, faut pas se mentir. Donc tu vois le All for One là, ou One for All, je sais plus dans quel sens on le dit, mais bref, les mêmes sont capables de sortir 120% de leur capacité, d'ailleurs ça fait les mêmes mises en scène. Sauf que derrière la mise en scène par rapport à Todo, t'as quand même des images de ses propres délires. C'est-à-dire qu'on se rappelle que lui, il idolâtrait une certaine femme, donc des fois tu vois le cri d'une femme, oui. Après sur le côté t'as bien Itadori, brother, ting, comme ça là, avec son pouce en train de lui sourire. T'as vraiment cette personnalité de Todo derrière qui fait que c'est lui. C'est son identité, et c'est pour ça qu'il arrive à basculer à 120%, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il arrive à synchroniser parfaitement avec Itadori, c'est parce que lui aussi comprend Todo. Mais celui qui a fait le premier pas vers Itadori, c'est bien Todo. C'est bien Todo qui a compris comment fonctionnait Itadori, c'est bien lui qui a compris pourquoi Itadori était en train de déprimer, et c'est bien lui qui a su donner les bonnes paroles pour pouvoir restabiliser Itadori, et faire en sorte qu'il aille beaucoup mieux d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique. Parce que justement, il sait c'est quoi les paroles, parce que lui aussi a déjà vécu la même scène auparavant. Bon, c'est pas vraiment son passé, mais on sait très bien qu'en tant qu'exorciste, t'es forcément confronté à des difficultés de perdre un autre exorciste, un ami précieux, et de devoir te relever, de ne pas déprimer, et de devoir faire face à ton adversaire malgré la perte de ta personne chère, et de savoir que voilà, le seul moyen d'y arriver, c'est de se dire que ce mec-là croyait en toi, et que finalement, par rapport aux exorcistes, on est un tout. Ce n'est pas que lui, ce n'est pas que moi, non, on est toute une équipe, donc on gagne ensemble, on perd ensemble, mais tant que tout le monde n'a pas perdu, eh ben on n'a pas perdu. Donc il faut continuer à se battre, les autres comptent sur nous malgré leur défaite. Voilà. Donc, bon, dernière petite chose avant, c'est l'assistant de Todo. On voit que l'assistant de Todo, quand même, il a des capacités de soins. Enfin, c'est pas vraiment des soins, effectivement, hein, il le dit, c'est une capacité innée, mais c'est bizarre. Ça ressemble un peu à du Doliprane, tu vois, il fait des gestes comme ça. Donc, du coup, tu ressens pas la douleur. Limite, ça te retire les dégâts, de ce que j'ai compris. Mais si jamais tu te reprends des dégâts, là, tu prends le retour des dégâts qui ont été retirés. Donc, à travers ces soins-là, on a aussi vu qu'il a plus ou moins sauvé Nobara. Donc, il a soigné Nobara, mais il va essayer de l'évacuer et de la soigner ailleurs. On va voir si elle sera guérie ou pas, mais pour moi, c'est quasi sûr d'un point de vue scénaristique. Elle va revenir. Ça m'étonnerait qu'elle est morte en hors-champ. Pour moi, c'est sûr, Nobara va revenir. Donc, voilà. Et par rapport à Mekamaru, qui a écarté, je sais plus comment elle s'appelle, Miwa, je crois que c'est Miwa, et qui a écarté d'autres exorcistes trop faibles, je trouve qu'il a bien fait. Mais bon, après, c'était un peu long quand même. C'était censé être émotionnel. T'es censé éprouver un peu de chagrin, un peu de
de compassion envers Miwa parce que elle est en larmes, elle se sent trop faible et du coup vous m'avez retiré de ce combat. J'ai envie de dire, il a bien fait Mekamaru. Et je dirais même, il aurait peut-être dû sortir Nobara de cette mission en lui disant allez là-bas. Mais bon, après Nobara a quand même bien servi. On voit bien que Nobara a quand même affaibli fortement Mahito qui se retrouve donc à 40%. On voit que Todo est à 100% et on voit également qu'Itadori est à 10%. Cependant, très important aussi, c'est qu'on peut constater que Todo, malgré son rayon noir, n'a pas fait de dégâts à Mahito. Donc je rappelle que Mahito, il faut vraiment toucher son âme. Donc c'est vraiment que Itadori qui a la puissance nécessaire pour toucher son adversaire. Bon, il y avait également Nobara, mais elle est KO, c'est fini pour elle. Mais bon, on attend beaucoup d'Itadori, moi principalement, et même Todo. C'est même ça qui m'a un peu déçu dans cet épisode, c'est qu'il y a eu une intervention de Todo, et il y a l'histoire de rayon noir, ils ne le sortent que maintenant. Donc moi je m'attendais à ce que ça le sorte déjà dans l'épisode précédent, mais à travers cet animé là, cet épisode, j'ai l'impression qu'ils ont sous-entendu que dans l'épisode d'avant, en fait Itadori avait déjà utilisé le rayon noir. Donc ça c'était un truc je trouve un peu décevant dans la façon de raconter l'histoire, parce que moi je me faisais une théorie du coup par rapport au rayon noir, tiens c'est bizarre, il l'utilise pas, est-ce qu'il va l'utiliser plus tard, en fait il a déjà utilisé, je fais ah bon ok, c'est un peu ça qui m'a déçu, mais sinon excellent épisode, Puis voilà, moi j'attends la suite. On sait très bien que Mahito est capable de choses assez extraordinaires, notamment l'extension de territoire. On se rappelle qu'il avait sorti contre Mekamaru, qu'il était capable de utiliser le territoire pour toucher automatiquement son adversaire. On rappelle que à ce moment-là, Mekamaru avait sorti un territoire simple. Donc on a un concept capable de plus ou moins résister à l'extension de territoire d'un petit peu de temps, tu vois, c'est limite. Mais Todo et Itadori, ils n'ont pas ça. Donc on le voit sur la fin. On voit que ça y est, Mahito, il est déchaîné à 120%. Il commence à faire agrandir toutes ces espèces de fléaux transformés, d'humains transformés ou je ne sais quoi. Bref, on voit qu'ils sont en train de se faire submerger par Mahito qui passe à 120%. C'est limite de l'extension de territoire, mais je pense qu'il va sortir le vrai. Donc je pense que là, va falloir que Itadori ait finalement son power-up. Parce que pour l'instant, ce qui me déçoit, c'est qu'il n'a pas d'évolution en vrai d'un point de vue exorcisme niveau... je sais pas, au bout d'un moment, il faudrait que tu, contrôle, j'arrête pas de le sortir à chaque fois, mais ça n'arrivera pas, je le sens, mais évidemment, mais bon, l'énergie occupe négative. Au bout d'un moment, il faut que tu sois capable de soigner des gens et que tu fasses des sorts inversés. Mais bon, tu vois, tes coups à retardement, comme je le disais, mets-les en avance. Tes rayons noirs, inverse-les, ça ferait des rayons blancs, je sais pas, un délire, un nouveau truc, tu vois. Faut qu'il y ait une évolution au sein même d'Itadori. Parce que bon, si ça se repose encore sur Sukuna, je serais quand même déçu. Mais bref, intéressant aussi de voir que Todo est arrivé en retard pour sauver Gojo et que finalement le faux Geto, donc j'ai oublié son nom, Krang, le cerveau, est parti avec Gojo, le Suisse, donc on ne sait pas quels sont ses plans, quels sont ses projets. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Shibuya? Faut pas oublier la quête principale de ses ennemis, parce que la quête principale c'est de sauver Gojo, mais qu'est-ce que les fléaux sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est une des questions aussi qu'il faut se poser, parce qu'à travers tous ces combats, bref, pourquoi ils se battent? C'est vrai ça. Enfin bref. Bon, après il y a Mahito qui va dire la nature des fléaux est de tuer les humains, mais du coup les humains c'est de protéger les autres, simplement de tuer, s'entretuer entre eux. Bref. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.